Dans cette vidéo, on va parler des enchères, des stratégies d'enchères portfolio, et on va notamment comparer ça aux stratégies d'enchères qui sont appliquées à une seule campagne, c'est-à-dire les stratégies d'enchères normales. Quand vous créez une campagne, vous définissez une stratégie d'enchères pour cette campagne, donc ça c'est le système normal, et on va comparer ça aux stratégies d'enchères portfolio, autrement appelées les stratégies d'enchères portefeuille, qui elles s'appliquent à plusieurs campagnes. Alors en fait, il y a eu pas mal de questions sur le Discord de la communauté. Donc, tout petit point de rappel, nous vendons des formations expertes dans le domaine de l'acquisition, que ce soit Google Ads, Google Tag Manager, le tracking, Google Analytics 4. Tout ça est finançable Calliope par les OPCO ou au CPF. Et c'est des formations de niveau avancé pour pouvoir vraiment être un pro sur ces solutions. Que vous soyez en agence, que vous soyez freelance, que vous soyez un salarié, que vous soyez un patron d'entreprise, un responsable marketing, il y a vraiment de quoi faire pour monter en compétence sur ces parties-là sans que vous n'ayez à débourser quoi que ce soit puisque tout est finançable aujourd'hui. Bref, les questions qui sont posées ici sont des questions issues de notre communauté Discord qui est accessible gratuitement pour une toute petite partie de cette communauté. Et les questions qui viennent ici sont plutôt des questions qui sont partagées dans les salons premium dédiés aux gens qui ont acheté des formations chez nous. Donc concernant les stratégies d'enchères portfolio, voilà, il y a quelqu'un qui nous demande de bien définir ça, ça n'a pas l'air d'être forcément clair, c'est vrai que Google ne met pas extrêmement beaucoup en avant ces stratégies d'enchères portfolio. Donc revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est, éclairer, voilà, ici pareil, quelle est la différence entre un budget partagé et une stratégie portfolio, quel est l'intérêt d'utiliser une stratégie d'enchères portfolio plutôt que de mettre en place une stratégie d'enchères classique, c'est-à-dire qu'on définit au niveau de la campagne. Donc voilà, on va aborder tous ces points et bien d'autres dans cette vidéo, et à la fin, les stratégies d'enchères portfolio n'auront plus de secret pour vous. Alors c'est parti. Donc, déjà un petit rappel de ce que c'est qu'une stratégie portfolio ou stratégie de portefeuille versus une stratégie d'enchères classique, c'est-à-dire appliquée à une seule campagne. Une stratégie d'enchères portfolio permet d'optimiser plusieurs campagnes pour une seule et même stratégie d'enchères qui va donc être partagée à plusieurs campagnes, alors qu'une stratégie d'enchères classique, elle est appliquée uniquement à une seule campagne. Donc la stratégie d'enchères classique, c'est ce que j'expliquais précédemment, c'est quand vous créez une campagne, au moment où vous créez votre campagne, il vous demande de choisir une stratégie d'enchères, et cette stratégie d'enchères va être celle qui va être appliquée à la campagne que vous êtes en train de créer à cet instant-là. D'accord ? Une stratégie d'enchères portfolio, elle, c'est une stratégie d'enchères qu'on va appliquer à plusieurs campagnes différentes, et toutes ces campagnes vont être optimisées par la stratégie d'enchères qui leur est partagée. Donc il y a une différence quand même assez forte en termes de paradigme. D'un côté, j'ai une seule campagne qui s'optimise par la stratégie d'enchères, de l'autre côté, j'ai plein de campagnes qui vont toutes être optimisées pour une seule et même stratégie d'enchères centralisée. Alors une stratégie d'enchères portfolio, elle va donc apprendre plus vite que plusieurs stratégies par campagne. Effectivement, si vous avez 10 campagnes sur votre compte, si vous avez 10 campagnes qui chacune ont une stratégie d'enchères qui leur est spécifique, et en fait elles vont apprendre au rythme de la campagne. Donc il va falloir que la campagne accumule, admettons, je sais pas, peut-être 5000 clics. Admettons, c'est peut-être délirant, la question n'est pas là, mais admettons pour l'exemple, chaque campagne devra obtenir 5000 clics avant d'être vraiment pleinement efficace et d'avoir compris comment ça fonctionne, alors que dans un contexte de stratégie portfolio, finalement, à travers vos 10 campagnes, il suffira d'avoir 5000 clics à travers les 10 pour avoir le même niveau d'apprentissage que chaque stratégie d'enchère individuelle. Donc vous comprenez bien qu'évidemment on va apprendre nettement plus vite grâce à une stratégie d'enchère portfolio, et le temps c'est de l'argent évidemment, donc voilà pourquoi nous on recommande systématiquement, dès que c'est possible, dès que les conditions sont optimales, de passer par des stratégies d'enchère portfolio. Ça vous permet aussi d'avoir une stratégie d'enchère full funnel. Alors moi, ce que j'appelle une stratégie d'enchère full funnel, ça veut dire que par exemple, vous allez pouvoir avoir une seule et même stratégie d'enchère qui va être partagée entre des campagnes de découverte, des campagnes managées, des campagnes de marque, des campagnes de remarketing. Alors, des campagnes découvertes et managées, peut-être c'est des mots que vous ne comprenez pas. Ça, c'est des typologies de campagnes qu'on enseigne, nous, dans nos formations avancées, de systématiquement avoir deux types de campagnes en parallèle,
pour vraiment tirer le meilleur profit de ce qu'il est possible. Donc tout ça, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est dans nos formations avancées, notamment le tremplin. Et du coup, ce que je vous explique là, c'est que globalement, voilà, sur une campagne découverte, on pourrait potentiellement imaginer qu'on est un peu plus haut dans l'entonnoir, la campagne managée potentiellement un peu plus bas, la campagne de remarketing, la campagne de marque, et finalement tout ça va fonctionner ensemble et on va le mettre ensemble dans une seule et même stratégie d'enchère pour que justement, finalement, l'algorithme tire le meilleur parti à la fois de choses qui sont plutôt en haut du tunnel ou alors plutôt en bas. Et en fait, il va équilibrer l'ensemble pour atteindre nos objectifs. C'est d'ailleurs quelque part, soit dit en passant, la promesse qui est faite par Performance Max. C'est-à-dire que Performance Max va diffuser un peu partout sur tous les réseaux. Elle va à la fois aller chercher des choses qui sont un peu plus haut dans le tunnel, mais aussi plus bas. Et en fait, le tout est chapeauté par une seule et même stratégie d'enchère. Et c'est ça aussi un des avantages de Performance Max, en tout cas mis en avant par Google. Et en fait, en utilisant une stratégie d'enchère portefeuille sur plusieurs campagnes, dont certaines sont plutôt en haut du tunnel, d'autres sont plutôt remarketing, plutôt en bas, etc., on amène la même stratégie, le même avantage en fait à des campagnes qui sont structurées sur différents réseaux. C'est pas un fourre-tout, mais on prend toutes ces campagnes, même si elles sont de types différents, je vous montre ça dans la slide juste après, et on va vraiment bénéficier d'une intelligence globale à travers toutes ces campagnes par une stratégie d'enchère portfolio qui unifie tous les signaux de toutes ces campagnes. Donc la preuve en image, comme je vous disais, vous voyez ici je suis sur plutôt une générique en exploration, ici je suis plutôt sur du manager, ici j'ai plutôt du remarketing, ici j'ai la marque. Tout ça est partagé. Il y a une seule stratégie d'enchère pour toutes ces campagnes, même si ici c'est du display alors que le reste c'est du search, même si là on est plutôt en haut du funnel alors que là on est plutôt très en bas. Le fait d'appliquer une seule stratégie, chez moi, dans mon expérience, vraiment ça amène beaucoup de positifs par rapport à quand on a une stratégie d'enchère par campagne, tout simplement. Un autre avantage non négligeable des stratégies d'enchère portfolio, alors là il y a vraiment deux stratégies d'enchère qui sont visées par ce que je vais dire, c'est CPA cible et ROAS cible. C'est que vous avez la capacité de définir une limite d'enchère, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir à partir de quel CPC vous ne voulez plus payer des clics. Donc là, dans l'exemple, je vais dire, bah voilà, moi dans mon secteur d'activité, j'ai pas envie de payer les clics plus que 1,30 $. Pourquoi ? Parce que je sais que quand je paye les clics au-delà de ce prix-là, je suis surfacturé et c'est pas logique que je les paye plus cher que ça. Donc je mets en place une limite en disant voilà, mon objectif c'est d'avoir des conversions pour 18 francs. Je veux voilà, je suis prêt à payer 18 francs une demande de devis. Par contre, même si ce qui m'intéresse c'est l'objectif final et pas forcément chacun des clics, je veux quand même avoir un contrôle. Pourquoi ? Parce que je sais que sinon Google va dans la plupart des cas me surfacturer. Alors en fait, comment je sais ça, hein, c'est pas je l'invente, ça sort pas de mon chapeau, on l'a étudié, on a fait une grosse étude à travers des centaines de comptes et on a démontré que Google surfacture en fait pas mal de clics dès que vous utilisez une stratégie d'enchère qu'ils appellent SMART, donc c'est-à-dire CPA cible, ROAS cible, maximiser la valeur de conversion, maximiser les conversions. Ça c'est ce qu'on appelle des stratégies d'enchère SMART puisque c'est censé être des stratégies d'enchère qui vont optimiser pour les conversions, ce qu'on appelle le SMART bidding. Et en fait, quand on utilise des stratégies d'enchère comme celle-ci sans contrôle, on se rend compte que globalement, vous voyez ici, on a un palier, hein, on va dire, qui va à peu près monter jusqu'à 5 balles, là, dans l'exemple du compte que je vous montre. Et à partir du moment où on va dépasser ça, là, il y a du délire. Là, il y a du délire. Là, vous vous faites tondre par Google. Vous payez vos clics à prix d'or pour rien du tout. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que globalement, accepter de payer jusqu'à ce prix-là, c'est OK. Mais au-delà, c'est pas OK. Et en fait, le seul moyen de pouvoir caper les CPC, c'est-à-dire dire je ne veux pas payer plus que 5 balles dans l'exemple présent ici, ça va être d'utiliser une stratégie d'enchère portefeuille. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans une stratégie d'enchère native au niveau d'une campagne, vous n'avez absolument pas la possibilité de limiter les CPC et donc vous vous ferez probablement arnaquer. Alors arnaquer, c'est un grand mot, c'est aussi une réalité. Le fait est que vous allez vous faire arnaquer sur quelques clics uniquement. Mais voyez, typiquement ici, là, on a un clic à 17 balles, alors qu'en moyenne, mes clics, ils vont plutôt être aux alentours de 3. Donc ça veut dire que celui-là, j'aurais pu avoir 6 clics pour le prix de celui-là. Et le pire dans tout ça, et on l'a démontré aussi, c'est que sur des clics à 17 € comme ça, on peut se dire, ah oui, mais attends, la machine, elle avait compris qu'en fait, ce client-là, il allait convertir tout de suite, et du coup, ça reste OK par rapport à ton objectif
de CPA. Eh ben non, en fait, non. Parce que nous, on a pu remarquer que les clics qui étaient facturés très très cher ne sont pas des clics qui sont extrêmement pertinents. Ça peut arriver, mais on peut aussi avoir des trucs extrêmement débiles qui sont facturés à prix d'or. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, il y a un système de surfacturation. Suffit que vous ayez un CPA de 20. Admettons, vous êtes prêt à payer 20 votre demande de devis. Et puis tiens, pendant une semaine, Google, il est très bon. Et puis bah là, vous avez eu 10 demandes de devis, puis vous les avez payées 12. Donc en fait, vous êtes nettement en dessous de votre objectif. Bah qu'est-ce qui se passe par la suite? La semaine suivante, bizarrement, elle va être mauvaise. Et là, vous allez payer peut-être 25, 28. Ce qui fait que ça va équilibrer avec la semaine d'avant. Et on se rend compte que dans cette semaine-là, comme par hasard, il y a des clics qui sont facturés nettement plus cher. Donc c'est un peu comme s'il y avait un système où Google se rattrape pour être sûr que finalement l'objectif que vous lui donnez, c'est l'objectif qu'il va vous donner. Mais s'il peut faire mieux, bah, quelque part, il va prendre ça comme bénéfice pour lui, au lieu de vous le donner à vous, ce qui est dégueulasse. Après, ça reste mon opinion. Mais voilà, typiquement, donc on a étudié la chose, on a créé un script et une méthode pour que vous puissiez vous aussi déterminer, comme ici, la limite d'enchère à appliquer. Et je vous laisse donc aller regarder cette vidéo pour avoir toutes les informations, l'accès au script, etc. Là n'est pas le focus de cette vidéo. Donc reprenons nos moutons sur la stratégie d'enchère. Donc vous l'avez compris, ce que je disais précédemment, un des tops avantages des stratégies d'enchère portfolio, c'est la capacité de caper le CPC. Alors, est-ce que cette limite d'enchère, c'est un truc qui marche à chaque fois? Alors, ça marche la plupart du temps. Nous, vraiment, on a pu le tester sur pas mal de comptes et on s'est rendu compte que peut-être 2 fois sur 3, globalement, ça nous a permis de nettement améliorer la performance parce que les CPC étaient trop chers et que finalement, on pouvait se permettre de les baisser nettement, éviter tous ces clics trop chers. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on a obtenu plus de clics pour le même budget et aussi plus de conversions. Très important. Maintenant, attention, c'est pas une vérité absolue. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire entre parenthèses, c'est le cas dans notre industrie. C'est pas parce qu'on vous donne des bonnes pratiques qu'on vous dit ça marche, ça je l'ai étudié, etc. Faites bien attention, faites des tests. Ne prenez jamais pour argent comptant ce que les gens vous disent. Pas même moi. Vraiment, testez pour vous-même. Moi, je vous donne des tendances, des choses que j'observe. Mais encore une fois, il n'y a pas de vérité générale. Donc, soyez vigilants et faites vos tests pour vous. On a constaté que sur certains comptes, limiter le CPC, bah, ça veut dire qu'on va apparaître nettement moins souvent dans les top positions. Et du coup, il y a certains secteurs en fait où être vraiment dans les 2 premiers, c'est là où tout se passe. Si vous baissez votre limite d'enchère et que vous apparaissez toujours en 3e, 4e ou 5e, bah en fait là, les conversions baissent drastiquement parce que c'est vraiment les 2 premiers qui bouffent uniquement. Et donc, vous voyez qu'il y a certains secteurs d'activité, certains domaines, certaines zones géographiques aussi peut-être, ça dépend de tout un tas de paramètres sur lesquels limiter le prix du clic n'est pas une bonne pratique. Donc il faut vraiment tester ce qui marche pour vous et il faut aussi tester la limite d'enchère pour trouver le meilleur spot. Typiquement, si je reviens un peu en arrière, là peut-être que je veux mettre, je vois la moyenne de mes clics, on va dire qu'on est aux alentours 3,50 là dans cet exemple-là. Peut-être que je vais vouloir mettre mon enchère maximum à 4 € par exemple. Et puis bah, je vais me rendre compte que les résultats sont pas top. Et puis finalement ensuite je vais essayer à 4,50. Ah tiens, c'est un peu mieux. C'est pas encore fou, mais c'est un peu mieux. Et puis je me mets à 5 et là c'est vraiment le spot idéal. Et là j'ai vraiment les meilleurs résultats, meilleurs que si j'avais pas capé les CPC et meilleur qu'avec un capping des CPC qui est trop faible. Donc là aussi, il y a une notion de test, d'accord? Il faut absolument que vous puissiez tester les différentes limites d'enchère pour trouver la valeur qui est parfaite et qui vous donne les meilleurs résultats, en sachant que cette valeur parfaite peut aussi fluctuer dans le temps, au fur et à mesure où il y a des concurrents qui rentrent, ou certains augmentent leurs enchères. Donc vous devez être vigilant par rapport à ça. C'est pas, je trouve que le capping de CPC à 5 balles, c'est le meilleur, et puis bah ça y est, c'est bon, c'est terminé, j'ai plus rien à faire. Non, vérifiez-le, testez, regardez, faites attention, soyez vigilants. Là, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui, justement, est plutôt dans le deuxième cas de figure. Donc lui, il avait une strat portfolio ROAS avec un capping des CPC. Il avait un objectif de 120% de ROAS avec un capping des CPC à 5 €. Les résultats étaient très bons. Et il a voulu essayer de voir qu'est-ce qui se passait si il faisait baisser le capping du CPC à 4,50 € au lieu de rester sur 5 €. Et après une semaine d'apprentissage, bah, il y a eu une chute. Voilà, il y a eu une chute. Désormais, on est moins bon en termes de ROAS, on arrive moins à convertir. Et du coup, voyez comment finalement la limite d'enchère, il l'a modifiée de 50 centimes. C'est pas gigantesque, bah, ça a un impact assez fort. Donc voilà des insights pour vous, pour tester. Ensuite, toujours sur les stratégies d'enchères,
Donc on a dit que les stratégies d'enchères portfolio, elles sont partagées à plusieurs campagnes, même si on peut l'appliquer à une seule campagne si on a envie. C'est vrai que c'est des stratégies d'enchères qui sont pensées pour être partagées à plusieurs campagnes, mais on peut tout à fait l'appliquer à une seule campagne. Et ainsi, pour une seule campagne, bénéficier quand même du capping des CPC. D'accord ? On n'est pas obligé d'avoir plusieurs campagnes pour faire une stratégie d'enchères portfolio et en profiter. On a dit aussi précédemment, juste avant, que on peut limiter le CPC max qu'on va payer grâce à la limite d'enchères. Par contre, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'on va aussi, au moment où on crée une stratégie d'enchères portfolio, on va pouvoir créer un budget partagé aux campagnes qui bénéficient d'une même stratégie d'enchères. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, j'ai 5 campagnes, je crée une stratégie d'enchères portfolio pour ces 5 campagnes. Au moment où je crée la stratégie d'enchères, j'ai aussi la possibilité de dire fais un budget partagé. Admettons, j'ai 5 campagnes. Chaque campagne dépense 10 euros. Donc en tout, j'ai un budget moyen de 50 euros par jour. Eh bien, j'ai la possibilité de dire non seulement je veux que ces 5 campagnes soient optimisées pour la même stratégie d'enchères, mais aussi que le budget soit partagé et du coup optimisé pour la diffusion de ces 5 campagnes. Alors c'est une option qui est clairement intéressante, mais sur laquelle il y a des dangers. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. Donc là, c'était une question justement de quelqu'un de la communauté qui disait les budgets partagés, j'ai pas trop compris, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de génial parce que finalement, moi je suis toujours en galère avec mes campagnes à gérer les budgets par campagne et puis des fois ça dépasse et puis des fois il y a des campagnes qui diffusent moins que le budget, des fois il y a des campagnes qui diffusent plus que le budget, qui nécessitent du budget. J'ai du mal à m'y retrouver, c'est pas facile. C'est vrai. C'est vrai que quand on a beaucoup de campagnes et qu'on a des budgets par campagne, parfois c'est pas évident entre les hausses de demande, les pics, les saisonnalités, des campagnes qui diffusent moins. C'est vrai que c'est pas si évident que ça à gérer. Donc le budget partagé, c'est vraiment une réponse qui peut être très très intéressante et qui nous simplifie la vie. Donc quand on est en budget partagé, sans être limité par le budget, c'est top. Ça simplifie la gestion, c'est dynamique, c'est nickel. Effectivement, admettons que, reprenons notre exemple, on a 5 campagnes avec un budget global de 50 euros par jour, et en fait on fait un budget partagé, on se rend compte que ce budget de 50 euros par jour, il n'est pas forcément dépensé en intégralité, on n'est pas limité par le budget, donc du coup là c'est optimal, on n'a pas à s'emmerder campagne par campagne à gérer les budgets, on a une enveloppe globale, Google diffuse et dépense le budget disponible pour les différentes campagnes de manière optimale, tout va bien. Maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est quand on est dans un contexte de budget limité. Admettons que normalement on devrait pouvoir dépenser 100 euros par jour et on fait un budget partagé de 50, donc on est limité par le budget sur notre budget partagé. Et ben, le problème c'est que dans ce cas-là, Google va potentiellement donner le budget disponible aux éléments qui ne sont pas forcément les meilleurs et en tout cas pas les plus stratégiques. On pourrait par exemple imaginer que sur nos 5 campagnes, on a une campagne très très haut dans le tunnel, un truc qui est fait pour faire venir des nouvelles personnes, mais c'est pas vraiment là où on a les conversions, mais c'est quand même important dans le dispositif. On a une campagne qui, elle, va être vraiment milieu de tunnel, voire bas de tunnel. Ça, c'est notre top converteur. C'est vraiment la campagne qu'il faut absolument donner le budget disponible. On peut avoir une campagne de remarketing, on peut avoir 2 autres campagnes. Et finalement, dans un contexte de budget limité, avec un budget partagé, on peut se rendre compte que finalement, il y a des jours où Google il va privilégier la campagne du haut de funnel, alors que finalement, c'est surtout pas celle-là qu'il fallait privilégier dans un contexte de budget limité. Donc soyez vigilants. Le budget limité, c'est génial, ça vous simplifie la vie, c'est vraiment une super fonctionnalité. Mais dans un contexte de budget limité, c'est vraiment dangereux parce que vous laissez à Google le soin de définir quelle campagne a besoin le plus de budget et va être le mieux servi dans ce qu'on aura. Ça, c'est pas bon, parce que Google n'est pas si intelligent que ça, malheureusement, et c'est souvent qu'il va attribuer du budget là où c'était pas le meilleur stratégiquement de donner le budget à cet endroit-là. Ensuite, on avait 2 dernières questions pour clore le sujet sur ces stratégies d'enchères portfolio. Donc, si j'augmente le CPA cible au niveau d'un groupe d'annonces, est-ce que ça a un effet sur les autres groupes d'annonces? Ça, c'est une question qui revient souvent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on modifie le CPA cible au niveau d'un groupe d'annonces, ça va ne modifier le CPA cible que pour ce groupe d'annonces. Si tu laisses tout par défaut, donc par exemple, admettons au niveau de ma stratégie d'enchères, j'ai défini que je veux payer des conversions pour 20 euros. Maximum, 20 euros, c'est le coût par conversion cible que je veux. Et puis, je me rends compte ensuite, dans les différentes campagnes, qu'il y a des groupes d'annonces qui sont très hétérogènes. J'ai des groupes d'annonces où je paye la conversion 50 euros, j'ai des groupes d'annonces où je la paye que 10 euros. Et en fait, du coup, la question c'est, est-ce que je vais pouvoir, groupe d'annonces par groupe d'annonces, modifier mon CPA et que ça ait un impact uniquement sur ce groupe d'annonces-là,
Ou est-ce que finalement, dès que je vais modifier un truc, ça va modifier pour tout le monde? Et ça, c'est une grande peur dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question et qui ont peur qu'en allant modifier un élément dans un groupe d'annonces, une enchère, un CPA cible d'un groupe d'annonces, ça va avoir un impact négatif sur les autres. Donc vraiment, soyez détendus par rapport à ça. On a la capacité de gérer le CPA cible, groupe d'annonces par groupe d'annonces, exactement comme vous le feriez dans une campagne où vous avez défini la stratégie d'enchère uniquement pour la campagne. C'est la même chose pour le portfolio, pour la stratégie d'enchère portfolio. C'est pareil, vous pouvez modifier groupe d'annonces par groupe d'annonces et ça n'a pas d'impact sur les autres. D'accord? Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Ensuite, il y avait une autre question ici qui était: les stratégies d'enchère portfolio peuvent être partagées entre deux campagnes qui ciblent les mêmes types de conversions. Est-ce que le fait que ma campagne ne cible pas les mêmes zones géographiques peut poser un problème? Est-ce qu'il vaut mieux, dans ce cas, séparer des stratégies d'enchère et avoir éventuellement deux stratégies d'enchère portfolio différentes, une pour le marché France, par exemple, et une pour le marché Allemagne, par exemple? Alors, ma réponse, en l'occurrence, c'est peu importe que les zones soient différentes, si les conversions sont les mêmes, ça doit jouer. Attention toutefois, si tu parles de pays différents, potentiellement les personas derrière un acheteur ou un lead d'un pays à l'autre peuvent être bien différentes, mais si tu parles de zones différentes dans un même pays, aucun souci la plupart du temps. Alors effectivement, là je fais référence à un concept que j'avais déjà évoqué sur cette chaîne il y a quelques temps, un concept qui est creusé en profondeur dans nos formations avancées, c'est le principe du persona, c'est-à-dire qu'on est dans une période où le signal de conversion devient tellement absolument important pour l'optimisation des campagnes que, typiquement, il faut raisonner en termes de conversion par persona. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, vous êtes un site e-commerce, vous avez un univers produit avec différentes catégories, et vous vous rendez compte que les gens qui viennent acheter des téléphones chez vous ne sont pas les mêmes que les gens qui viennent acheter, j'en sais rien, un autre type de produit, des drones par exemple. Les drones, on est plutôt sur une clientèle jeune, alors que sur l'autre produit, on est plutôt sur une clientèle un peu plus âgée, et on n'a pas les mêmes personas derrière tout ça. Par principe, ce que les gens font de manière générale, c'est dire voilà, moi je fais du e-commerce, peu importe ce que je vends et à qui je le vends, je m'en fous, la conversion c'est la vente. Ça c'était vrai avant. Aujourd'hui, sous réserve d'avoir le volume nécessaire, tout ça est étudié en détail. Encore une fois, dans nos formations avancées, on vous donne vraiment beaucoup plus de détails que là, mais dans l'idée, c'est de se dire si vous avez le volume de conversion nécessaire, alors plutôt que d'avoir une conversion vente générique, c'est mieux d'avoir une conversion vente pour le persona numéro 1 qui correspond à la vente de tel produit, tel produit, tel produit, tel produit, tel produit, tel produit. On va catégoriser en fonction des produits et du persona derrière pour avoir une conversion vente sur ces produits-là. Une deuxième conversion vente sur d'autres produits qui correspondent à un autre persona, et idem pour un troisième par exemple, et on aurait donc 3 conversions ventes qui correspondent à des personas différents. Ce qui est important de comprendre, c'est que la stratégie d'enchère, c'est un peu la même chose. Idéalement, une stratégie d'enchère portfolio, elle va être partagée à des campagnes qui ont le même objectif de conversion. Ça n'a pas de sens de partager à des campagnes qui n'ont pas un objectif similaire. Vous avez une campagne de lead, vous avez une campagne de notoriété, vous n'allez pas forcément partager la portfolio aux deux campagnes parce que c'est pas la même chose. Vous voyez, la notoriété, c'est pas le même objectif, c'est pas les mêmes indicateurs, on n'optimise pas pour la même chose, donc là ça vaut pas la peine. Ça, ne pas confondre des objectifs de campagne différents avec des niveaux de funnel différents. Ce que je vous ai dit au début de la vidéo, le fait de partager à des campagnes qui sont des niveaux d'engagement différents dans un même funnel, dans un même objectif, ça marche. Par contre, des objectifs différents, ça marche pas. Notoriété et conversion, c'est pas la même chose. Je fais pas une stratégie d'enchère partagée à ces deux campagnes. Ensuite, c'est idem pour les personas. Donc là, on en revient à ce que je vous disais juste avant. On va partager une stratégie d'enchère portfolio à plusieurs campagnes qui ciblent des personas similaires. Si vous avez des campagnes avec des personas différents, il faut 2 stratégies d'enchère portfolio différentes. C'est très important parce que la stratégie d'enchère, elle apprend du signal de conversion. Si les signaux ne sont pas homogènes, elle ne va pas comprendre. On n'est pas dans une situation qui est optimale. Aujourd'hui, il vaut mieux favoriser des campagnes spécifiques à un persona avec un signal de conversion spécifique à ce persona et une stratégie d'enchère portfolio spécifique à ce persona. Et puis troisième et dernier point pour terminer sur cette vidéo,
Attention aux zones géographiques. Si vous travaillez sur plusieurs marchés où les consommateurs sont différents, vous voyez par exemple, typiquement, moi je travaille beaucoup sur le marché suisse pour tout un tas de clients. Je gère et optimise et développe leurs campagnes et leur amène des clients. Et en fait, en Suisse, on a vraiment des zones géographiques très marquées. On va avoir la Suisse romande qui va plutôt parler francophone. On va avoir la Suisse allemande qui va parler plutôt germanophone. Et la Suisse italienne. Et en fait, typiquement, entre le consommateur suisse roman et le consommateur suisse allemand, vraiment c'est pas les mêmes comportements, c'est pas du tout la même culture. Et là typiquement, même si les deux sont dans le même pays et pourtant ils veulent acheter la même chose, de manière générale, on n'a pas le même consommateur, on n'a pas les mêmes caractéristiques et c'est bien d'avoir deux conversions. Évidemment, il faut que les volumes de conversion que vous obteniez par mois vous permettent d'aller dans cette segmentation-là. Je rappelle encore une fois que dans nos formations avancées, c'est des choses sur lesquelles on passe des heures à vous expliquer à travers tout un tas de cas clients spécifiques. On vous le montre à travers plein de clients, donc c'est beaucoup plus clair. Mais je pense quand même que ce que je vous donne ici et maintenant, ça vous permet de déjà obtenir pas mal d'insights et pouvoir progresser quant à l'utilisation de vos stratégies d'enchères, soit au niveau campagne, soit au niveau portfolio. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine.